Bataille pour le contrôle des minéraux stratégiques entre la Chine, qui a largement gagné du terrain, et les États-Unis d'Amérique, la RDC comme champ de bataille. C'est dans ces contextes que se justifie le projet du corridor de Lobito, un réseau ferroviaire qui va relier l'est de la RDC en traversant le Grand Katanga jusqu'au port de Lobito en Angola pour évacuer nos matières premières. La question qui nous préoccupe est celle de savoir, corridor de Lobito, opportunité ou menace pour l'économie congolaise. Et pour en parler, nous recevons un invité qui n'est plus à présenter, le prof Daniel Moulenda, qui est professeur d'économie à l'université de Kinshasa principalement, et dans beaucoup d'autres universités et instituts d'enseignement universitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, professeur. Bonjour, mon frère. Vous avez appris certainement le projet de corridor de Lobito, ce méga projet. Quelle a été votre réaction en apprenant ce projet? Écoutez, nous savons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La guerre économique entre la Chine et les États-Unis n'est plus voilée. Un des points saillants dans cette guerre, c'est le contrôle des matières premières de l'Afrique. Et notre pays étant un pays méga biodiversité, cette guerre ne peut pas se mener loin de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, pendant l'Ancien Régime, avec quelle percussion la Chine s'était emparée des richesses de notre pays par les contrats chinois. Mais peu après, taxé de Léonais, mais contrats chinois. Chinois, donc infrastructure contre minéraux. Je vais fermer une parenthèse qui j'ouvre tout de suite. Donc, je tourne les yeux aujourd'hui dans ce pays, je ne vois pas ces infrastructures. C'était construit où? C'est des routes qui n'ont pas résisté à la pluie. Mais les minéraux sont quand même partis. Quoi, beaucoup de gens ont appelé ça un contrat Léonin déséquilibré. Et le nouveau régime l'a amendé. On va voir ce que ça va produire. Et les États-Unis ne pouvaient pas rester inactifs, hein. Donc, ils viennent d'entrer dans la danse. Ils sont en train d'ouvrir une voie d'évacuation par l'océan Atlantique des minéraux produits en République démocratique du Congo. Ça, ce n'est que normal. Ce n'est que normal, prof. Pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Mais la question maintenant qui se pose, et cette façon de faire, serait une opportunité ou une menace pour notre économie ici en RDC? Ok. Très belle question. Je dirais une question très pertinente. En d'autres termes, que gagne la RDC avec cette histoire des corridors de Lobito? Écoutez, j'ai toujours dit que nous sommes dans un pays qui manque de tout. Notre pays manque de tout. Vous dites bien que ce projet va relier le Grand Kivu au Katanga avant d'aller à Lobito. Je dis là, il y a quelque chose qui est résolu. C'est-à-dire l'Est est relié au sud du pays. C'est une voie de communication qui relie des provinces. Tout à fait. De la République. Nous allons en profiter. Parce que je vais vous dire que là où il y a une voie de communication, ça veut dire qu'il y aura un essor commercial entre ces provinces. Moi, je ne peux qu'applaudir cela. Mais j'ai dit, ça sert beaucoup plus les intérêts des initiateurs du projet. Dans quelle mesure ça? Comment dans quelle mesure? C'est une affirmation lourde de conséquences. Non, comment? Ils sont à la recherche des minéraux stratégiques de la RDC. Et la meilleure façon de contrôler,
c'est de contrôler la voie d'évacuation. Ils sauront combien de tonnes de cobalt, de tonnes d'uranium, de tonnes de coltan qui sont sortis. Ça, c'est pour gagner la guerre qu'ils mènent avec la Chine. Mais nous en tirerons aussi profit parce que entre les provinces, il y aura un développement du commerce. Je vous dis aujourd'hui, c'est le commerce qui est le vrai vecteur de la croissance. Mais à ce qu'à cela ne tienne, je me dis que ce projet ne peut pas nous suffire. Ça ne peut pas nous suffire. Vous avez étalé presque ce qu'on pourrait y gagner. Mais une autre question, professeur, corridor de Lobito, oui. Mais quels sont les vrais enjeux cachés derrière ces projets? Il n'y a aucun enjeu caché. Il n'y a pas d'enjeu caché. Ni pour les étrangers, ni pour la RDC. Non, il n'y a pas d'enjeu caché. Nous savons ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à prendre nos minéraux à l'état brut. Est-ce que c'est caché ça? Notre économie est extravertie. Donc, ces gens qui viennent investir ici, c'est pour prendre nos minéraux à l'état brut. Ils vont aller les transformer. Ils vont consommer la valeur ajoutée. Et nous demeurons dans la pauvreté. Que Biden, fin mandat presque, débarque à Luanda personnellement, ça ne vous dit rien, il n'y a aucun enjeu. Un président fin mandat. J'ai dit que l'enjeu est de taille, sauf que cet enjeu n'est pas caché. Tout le monde qui est averti sait ce que les États-Unis cherchent. L'enjeu est clair. Ils cherchent à contrôler les minéraux de la RDC. C'est ça l'enjeu. Contrôler comment? L'évacuation des minéraux à l'état brut. C'est là où je peux placer un mot. Je vous en prie. Pour dire que ce couloir va fortifier les caractères extravertis de notre économie. Nous devons transformer nos matières premières sur le plan local. Et sur le plan local, professeur... Je termine. Allez-y. Mais ils ne viendront jamais construire des usines pour transformer ça sur le plan local. Ça relève de notre responsabilité. Attendez, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de ces pays. Les cuivres congolais allaient en Belgique, à Hoboken. Il y avait une usine qui traitait ces cuivres là-bas. Il utilisait 4000 personnes, 4000 Belges. Une main-d'œuvre importante. Et quand nous avons décidé de libéraliser le commerce du cuivre, Hoboken a fermé. Là où nos matières premières vont, on crée les emplois. Là-bas, je t'ai toujours dit que de telles stratégies fortifient les recyclages de la pauvreté au Congo. Ça, c'est l'une de vos thèses. Tout à fait. Parce que exporter les matières à l'état brut, c'est exporter les emplois et la valeur ajoutée. Donc, voilà là où j'ai dit que ça ne nous suffit pas. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous y opposer. Parce que nous sommes un pays faible. Les grands se battent, ils font leur stratégie qui couvre tout le territoire du monde. Quand ils disent qu'une route va passer par chez vous, monsieur, je ne vois pas avec quelle force vous allez résister. Ça ne nous suffit pas. Il aurait fallu qu'à côté des projets, des méga-projets comme ça, commandités par l'Occident pour les intérêts de l'Occident, qu'au niveau local, nous continuons les efforts de connectivité interprovinciale, des réalisations de nos politiques économiques pour qu'un jour, nous puissions aspirer à l'introversion de notre économie.
Très bien, professeur. Le corridor de Luanda, ou le corridor de Lobito plutôt, a suscité beaucoup de réactions en interne comme en externe. On a lu par exemple les réactions des internautes, entre autres, ils m'ont demandé de vous poser cette question. Pourquoi ne pas réhabiliter par exemple le chemin de fer Kananga, Ilebo jusqu'à Kinshasa? Ça serait simplement congolais, même si le corridor de Lobito paraît une espèce de raccourci, mais ça serait simplement congolais. Et nous gagnerions beaucoup. L'une des réactions des internautes. Je vous ai dit que le corridor de Lobito ne nous suffit pas. Et le corridor de Lobito, c'est un projet initié par les Occidentaux, pas pour régler les problèmes de pauvreté en Afrique, mais pour maintenir leur leadership économique au niveau mondial. C'est là où j'ai dit, à côté de ce projet, nous devons poursuivre la mise en œuvre de nos politiques. Entre autres, la connectivité intérieure de notre pays. Et c'est prévu là encore. Je ne veux plus qu'on parle toujours des histoires, c'est prévu. Tout est prévu. Des discours en parlent. Depuis 1960, on a toujours prévu. La connexion des provinces, c'est prévu, j'allais dire, vous ne refusez ça dans le projet de 145 territoires. Non, une réponse du gouvernement. Non, je ne veux plus ça. Je ne veux plus, c'est prévu, c'est prévu. Qu'est-ce qui n'est pas prévu dans ce pays? Même l'achèvement d'Inga est prévu. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas prévu dans ces pays? L'époque du Premier ministre Matata, moi j'étais quand même dans des équipes d'experts. On a fait un programme qu'on a appelé RRR. Hein? On devrait assurer la connectivité de tous les chefs-lieux des provinces pour faciliter le commerce entre les provinces. Je vais vous donner une information. Ça n'a pas marché. L'Est du Congo ne commerce pas ni avec l'Ouest, ni avec les Sud, ni avec le Nord. Le pays n'est pas unique sur le plan économique. L'Ouest commerce avec l'Angola, l'Est avec les pays de l'Est, l'Ouganda, le Sud avec les pays d'ici. Non, il faut que nous puissions retourner à un concept qui a fonctionné dans ces pays. On l'a appelé la voie nationale. Là où l'intérêt économique du Congo se retrouve. Cette voie nationale partait de la SNCC, tombait à Ilebo, reprenait l'Unatra, par voie fluviale, oui. tombait à Kinshasa, la voie ferrée, Matadi, vers l'océan. Voie fluviale jusqu'à Banana, l'océan. Voilà. Et je vais vous dire, sur le premier tronçon, c'était la SNCC. Deuxième tronçon, c'était l'Unatra. Troisième tronçon, encore l'Unatra. Quatrième tronçon, on trouvait l'Unatra, l'OGFREM, la CVM, LMC. Vous voyez comment on partageait le revenu des produits miniers, la valeur ajoutée par les transports. Ça arrosait beaucoup de provinces. C'est ainsi que l'économie était solide. Maintenant, si nous rentrons à la vieille politique, d'encourager seulement les voies d'évacuation intérieure, vous comprenez que le recyclage de la pauvreté n'est pas combattu. Mais j'ai dit, nous ne pouvons rien contre le projet de Lobito, parce que les grands de ce monde veulent que ça soit comme ça. Alors, à côté de cette voie nationale, il faut prendre du courage pour qu'on commence à transformer le minerai. On va en venir, mais restons d'abord dans l'axe corridor de Lobito. Ouais. La deuxième série des internautes me charge de vous demander ceci. Ils s'inquiètent ou ils vous demandent, est-ce que demandez au professeur Daniel Moulenda, le corridor de Lobito n'impacterait pas négativement sur le port de Banana, le port de Matadi
et surtout avec le projet de relier encore par pont Brazzaville et Kinshasa, par exemple. Bon, moi, je me dis, c'est pas parce qu'on a mis le port de... En eau profonde le corridor de Lobito, euh, que notre système maritime sera desservi. Parce que à ce niveau-là, il faut comprendre que celui qui a son fret cherche la destination la moins chère. oui. Donc, les ports sont concurrents. Même Pointe-Noire et Matadi, ce sont des ports concurrents. Mais demain, nous n'allons plus comparer Pointe-Noire à Matadi, parce que nous sommes en train de faire le port à eau profonde. Nous ne pouvons plus craindre la concurrence des ports à eau profonde des autres pays. Mais la question reste, est-ce que nous allons améliorer la gestion du port de Matadi? C'est ça le problème. Si les bateaux vont venir faire 7 jours à Matadi et tout comme ça, mais tout le monde va s'arranger pour laisser les frettes à Banana. À Banana ou à Pointe-Noire. Non, à Banana. On ne pourra plus laisser à Pointe-Noire. Parce que nous avons fait notre port d'éclatement, notre port à eau profonde. Celui qui vient vers le Congo ne peut plus aller déposer les cargaisons à Pointe-Noire. Donc, moi, j'ai dit, il ne faut pas craindre la concurrence. Il ne faut pas craindre la concurrence, donc à vous entendre parler, améliorer la gouvernance de nos entreprises. Lobito n'impacterait nullement sur Banana et sur Matadi. Ça va impacter si nous continuons la mauvaise gestion de nos ports. C'est ce que j'ai dit. Si on ne veut pas craindre la concurrence, il faut travailler correctement. Parce qu'en fait, vous savez que la concurrence, c'est une bonne chose pour les consommateurs. Nous ne pouvons plus faire des politiques pour restreindre la concurrence dans des secteurs qui sont hautement libéralisés à travers le monde. Nous perdrons si nous continuons dans la mauvaise gouvernance portuaire comme aujourd'hui. Professeur, une autre réaction. Que dites-vous à ceux qui évoquent les raisons liées à l'intégration régionale pour justifier les corridors de Lobito? Quelle intégration régionale? C'est-à-dire que vous voyez, tous les pays de l'Est sont logés dans ce qu'on appelle l'EAC. Donc, les pays de l'EAC seraient reliés à l'océan Atlantique ici, eux qui sont tournés vers l'océan Indien. Et donc, la RDC qui est au centre serait presque l'intersection des différents échanges économiques et commerciaux. Je vais vous rappeler un fait historique. Je vous en prie. Pourquoi les grands de ce monde s'étaient retrouvés à Berlin? À Berlin. Pourquoi avait-il décidé qu'un pays au centre de l'Afrique puisse avoir des dimensions continentales? Et ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Ça, c'est un peu rappel de l'histoire. Nous sommes en train de rater notre mission. En fait, le Congo a eu de très grandes frontières. Et à un moment, on appelait la République démocratique du Congo et du Rwanda rouge. À l'époque, oui. À l'époque. C'est-à-dire les frontières allaient jusqu'au Rwanda, jusqu'au Burundi. Bon, je vais te faire rire. Quand je regarde ça, je dis non. Ce que les Rwandais font là, ils sont en train d'ouvrir une parenthèse que nous allons fermer. Nous allons les annexer. Ils étaient annexés à nous. Mais ça, c'est intéressant. Non, ils étaient annexés à nous. Donc, ça signifie que c'est nous qui avons à revendiquer des territoires. Non, on ne peut pas revendiquer des territoires au Rwanda. On doit seulement les annexer. Bon, je ferme la parenthèse. Okay. C'est pas les débats. Nous avons raté notre mission. Parce qu'on voulait établir au centre de l'Afrique un pays qui avait un pied sur l'océan Indien et un autre pied sur l'océan Atlantique.
afin de développer les commerces du monde. Parce que beaucoup de matières qui étaient ici devraient aller par l'océan Indien, devraient aller par l'océan Atlantique pour servir les uns et les autres, pour servir tous les pays qui faisaient du travail au Congo. Donc, les corridors là semblent nous retourner dans notre rôle d'être la locomotive même de l'économie. Dans notre rôle historique, mais là, c'est segmenté, non? C'est des provinces. Mais il faut que nous arrivions à un système de connectivité où alors les pays qui sont au nord du Congo peuvent commercer avec les pays qui sont au sud du Congo. Les pays qui sont à l'est du Congo peuvent commercer avec les voisins du Congo qui sont à l'ouest. Là, ça serait très intéressant. C'est-à-dire la Zambie enverrait par le Congo les produits à la République centrafrique. Par exemple. Oui, c'est à ce moment-là que nous profitons. Et pas RDC, Angola seulement, ou bien Rwanda, RDC, Angola. Non, ce n'est pas ça la vision initiale. La vision, c'est que les 9 pays voisins commercent entre eux à partir du Congo. C'est pourquoi nous sommes un pays de transit naturellement. Cela nous impose. Et c'est un atout pour la RDC. Cela nous impose que nos voies de communication soient à mesure de répondre à ces défis. Chaque jour, nous passons à côté de notre bonheur. Notre bonheur ne viendra pas seulement du cuivre ou des minerais. En fait, notre bonheur peut être réalisé considérablement par le transit. C'est pourquoi nous avons toujours dit dans nos écrits, la connectivité est un défi que nous devons relever pour que ces commerces de transit prospèrent. C'est à ce moment que le Congo sera une vraie locomotive au centre de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, nous sommes comme un trou noir. Nous ne parvenons pas à faire la liaison entre la grande Afrique du Sud, sur le plan économique, et le grand Nigeria. Deux grands pôles économiques, et le Congo au centre. Et le Congo au centre. Devait être la charnière. La charnière qui assurerait la régularité des trafics. Mais au-delà de tout, le Congo garde cette vocation-là. Hein? Bon, nous la gardons, mais il faut qu'on la réalise. Qu'on la réalise, qu'on la capitalise. Qu'on en tire des dividendes dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. On va en tirer des dividendes. Autre préoccupation, professeur Daniel Moulinda, dans l'optique de ce qu'on appelle, ce que vous appelez la transition énergétique, il faudra s'attendre à l'augmentation de la demande des minerais stratégiques que détient la République démocratique du Congo. Comment est-ce que dans ces contextes marqués par le corridor de Lobito, le Congo peut tirer son épingle du jeu? Il y aura boom hein, avec la transition énergétique. Vous savez, mon cher frère, il y a certains discours que je n'aime plus entendre. Et lequel? Il y aura boom. Mais parce que la demande ira crescendo, professeur. Vous croyez que dans le commerce des minerais, il n'y a jamais eu de boom au Congo? Je vais vous donner un exemple. Pendant la Deuxième République, on n'a jamais exporté plus de 500 000 tonnes de cuivre par an dans ce pays. Mais l'argent du cuivre représentait à peu près 60% du budget de vie. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il y a un boom dans les exportations de minerais? On a dépassé les 2 millions de tonnes.
C'est au moment où les embouteillages sont sans ici à Kinshasa. Vous avez compris? Donc, je vais dire boum. Je ne vais plus de langage comme ça. Lorsqu'on explore les voies qui peuvent nous conduire à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La demande va quintupler même, hein, selon les estimations des experts. Même si la demande était multipliée par 1000, l'ordre mondial actuel ne nous donnera pas une bonne partie. Et c'est bon, ça c'est un. Parce que les prix seront toujours fixés par l'acheteur. Il ne faut pas se voiler la face. 2. L'épée qui sera rétrocédée ici va tomber dans quoi? Va tomber dans quoi? Va tomber dans l'achat. J'ai entendu des discussions là, bon, j'ai pas de précision des chiffres, je parle comme ça. L'achat d'un forage à combien? 200 et quelques millions. Et alors, tant que la corruption va persévérer, ce boom ne profitera pas aux populations congolaises. Je répète, c'est pourquoi je suis partisan des politiques économiques qui donneraient priorité à d'autres secteurs. Parce que les minéraux ne nous ont conduit nulle part. Et ça ne nous conduira nulle part. Vous voulez parler de la nécessité de diversifier l'économie? La nécessité de diversifier l'économie. Nous venons d'explorer une voie que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous sommes un pays de transit. En principe, c'est inconcevable que nous n'ayons pas de routes. Parce que si nous avions de bonnes routes, on aurait des hôtels partout. Et nous avons un pays... Et là encore, on vivrait du tourisme. Tout à fait. L'industrie touristique. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Effectivement. Écoutez, soyons sérieux. Consommons correctement ce que Dieu a mis chez nous. Une biodiversité. Dont nous n'assurons pas la promotion sur le plan touristique. On aurait beaucoup d'argent. Que d'aller mettre dans la tête de toutes les populations qui souffrent que non, il y aura boom de vente des matières, des produits stratégiques. Nous aurons beaucoup de devises. Nous aurons beaucoup de devises, comme si on n'en a jamais eu. On en a déjà eu. N'est-ce pas? Vous ne savez pas qu'il y a un concept en économie? Déjà, oui, mais le problème à vous entendre parler, c'est on va capter ça, les dividendes, c'est boum. Mais comment réaffecter ça au plan local? Bon, la réaffectation vient après, mais nous n'allons pas suffisamment capter des valeurs ajoutées sur ces choses-là, parce que la valeur ajoutée est gérée dehors. N'est-ce pas? Nous devrions développer les mines, mais diversifier l'économie. Il faut qu'on vise, franchement, qu'on vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous espérons qu'on va y arriver, mais là... la transition énergétique. Oui, mais nous, est-ce qu'on peut parler même de ça? Et pourquoi pas? Parce que c'est nous les détenteurs de ces minéraux stratégiques. À la base de la guerre aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes vraiment les détenteurs de ça. Professeur Daniel, je vais arriver à la transition énergétique. Ouais, bah, allez-y. Bon temps presque vers la fin, allez-y. Qui sommes-nous pour parler de la transition énergétique? Nous qui sommes sans énergie. Parce que là où nous faisons l'émission, il y a l'électricité. Tu ne crois pas que c'est... Mais on a quand même des potentialités. Hein. Attendez, c'est une chance, sinon... c'est pas une habitude qu'on ait du courant là. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Les potentialités, c'est là où je vais te poser la question. Tu peux avoir des potentialités. Est-ce que tu as les moyens pour les transformer en richesse réelle? Mais ça, c'est une autre paire de manches. Non, c'est pas une autre paire de manches. Parce que nous mettons dans les discours et nous avons mis dans les têtes des enfants que le Congo, c'est un pays riche. Est-ce que nous sommes réellement riches?
Potentiellement. Nous sommes potentiellement riches. Potentiellement. Mais réellement, réellement, le pays est pauvre. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Nous devons dire aux enfants qu'ils doivent se donner les moyens pour pouvoir un jour mettre en valeur ces richesses, pour qu'ils ne puissent pas suivre la même courbe de pauvreté que nous. Pour cela, parce que tu as parlé de la transition énergétique, il faut qu'on réhabilite les systèmes éducatifs. Ailleurs, la transition énergétique est basée sur l'innovation. L'innovation, c'est le développement de la culture scientifique. Nous, partisans dans les discours ou bien dans les discussions de la transition énergétique, sinon, nous sommes confinés dans notre rôle traditionnel. Un pays qui pourvoit aux ressources brutes. Un point, un trait. La discussion là, c'est faite sous d'autres chiffres. Nous, on n'est pas partis. Nous sommes dans notre tiers de matière première à l'état brut. Ce rôle ne va pas changer. Ça changera, il faut être optimiste, Non. ça changera. Écoutez, ça changera les jours où nous allons commencer à mettre en place des mesures, des approches qui peuvent nous conduire au changement. Je vous ai parlé par exemple du système éducatif. Tu crois, tu es passé par là. Le système éducatif. Tu es compétent. Tu as été bien formé. Crois-tu que ça se passe encore comme à l'époque où tu étais étudiant? On a avancé, on a reculé. Si on a reculé, vous croyez que c'est en reculant qu'on rencontre la transition énergétique? Bien, professeur, on tend vers... C'est vraiment la fin de l'émission. Juste une phrase, vous allez devoir fixer la caméra. Que retient-on du corridor de Lobito et qu'est-ce que la RDC y gagne? En une phrase. Bon, le corridor de Lobito, c'est une œuvre des Occidentaux pour satisfaire leurs besoins d'approvisionnement en matière première de la République démocratique du Congo. Donc c'est pour nous sortir de notre rôle traditionnel de pourvoyeur de matière à l'état brut. Et nous disons que si nous continuons à courber nos têtes devant des stratégies des Occidentaux, nous allons recycler notre pauvreté éternellement. Il faudrait qu'à côté de ça, que nous ayons nos politiques de connectivité intérieure. C'est par là que nous puissions aussi encourager la transformation des matières premières sur le plan local. Nous allons cesser d'exporter les emplois. Nous allons cesser d'exporter la valeur ajoutée. Et nous allons réduire les chômages en créant des emplois rémunérateurs. Voilà ce que je peux dire. Donc, merci. Donc, n'ayant pas la possibilité de dire non, nous devons avoir une alternative, de faire avec, et en faisant autre chose. Voilà ce que je peux dire là, Sénégal. Merci, professeur, d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, ce magazine s'arrête par ici. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Au revoir et à la prochaine.